Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. On revient aujourd'hui sur le thème de Blavatsky avec Isis dévoilée. Voilà, donc nous en sommes toujours sur le chapitre 6 et là il va s'agir de la troisième partie. Donc on va revenir toujours sur le thème de la psychométrie. Donc je vous invite quand même à voir la partie d'avant, si jamais vous avez totalement perdu le fil. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne par hasard ou sur ce morceau par hasard, je vous rappelle qu'il existe la playlist entière du livre, donc il faudra redémarrer la lecture dès le début. Et c'est parti. Le professeur Hitchcock, parlant des influences de la lumière sur les corps et de la formation d'images sur ceux-ci, au moyen de ces rayons, dit « Il semble que cette influence photographique pénètre toute la nature, sans que nous puissions dire où elle s'arrête. La seule chose que nous sachions, c'est qu'elle peut imprimer notre image sur le monde qui nous entoure, reproduire les modifications que les passions font subir à notre physionomie, et remplir ainsi la nature d'impressions daguerréotypes de toutes nos actions. Il peut se faire aussi qu'il y ait des procédés par lesquels la nature, plus habile que n'importe quel photographe, tire et fixe ses portraits de façon que des sens plus développés que les nôtres les aperçoivent, comme s'ils se reproduisaient sur le grand écran étendu sur l'univers matériel. Peut-être aussi ne s'effacent-ils jamais, et qu'ils deviennent les échantillons de la grande galerie de tableaux de l'éternité. Donc là, on va voir, elle nous met une petite annotation, Religion of Géologie. Ce peut-être du professeur Hitchcock a été modifié depuis par la démonstration de la psychométrie et s'est transformé en triomphante certitude. Ceux qui comprennent ces facultés psychologiques et clairvoyantes critiqueront sans doute la notion du professeur Hitchcock et diront qu'il faut les sens plus développés que les nôtres pour voir la reproduction de ces tableaux sur le canevas cosmique de son imagination et soutiendront qu'il aurait dû borner ses restrictions au sens externe du corps. L'esprit humain faisant partie de l'esprit immortel divin n'apprécie ni le passé ni l'avenir, mais voit toute chose comme dans le présent. Les daguerréotypes dont il est parlé ci-dessus sont imprimés sur la lumière astrale où, nous l'avons déjà dit, et d'accord avec les enseignements hermétiques dont la première partie est déjà acceptée et démontrée par la science, est enregistré tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Dernièrement, quelques-uns de nos érudits ont prêté une attention particulière à une question jusqu'à présent stigmatisée, celle de la superstition. Ils ont commencé à émettre des opinions au sujet des mondes hypothétiques et invisibles. Les auteurs de Unseen Universe ont été les premiers à prendre courageusement la direction, et déjà ils ont trouvé un imitateur dans le professeur Fiske, dont les idées sont consignées dans son ouvrage intitulé Le Unseen World. Évidemment, les savants tâtent le terrain chancelant du matérialisme, et, le sentant trembler sous leurs pieds, ils se préparent à rendre moins déshonorante leur capitulation en cas de défaite. Je vous confirme ce que dit Babbage, et tous les deux croient fermement que chaque pensée, déplaçant les particules du cerveau et les mettant en mouvement, les répand dans l'univers, et ils pensent que chaque parcelle de matière existante doit être un registre de tout ce qui est arrivé. Donc là, elle nous met à nouveau une petite annotation, Principle of Science, volume 2, page 455. D'autre part, le docteur Thomas Young, dans ses conférences sur la philosophie naturelle, nous engage très fortement à spéculer librement sur la possibilité des mondes indépendants, quelques-uns existant dans différentes parties, d'autres s'interpénétrant les uns les autres, invisibles et inconnus, dans le même espace, et d'autres encore auxquels l'espace n'est peut-être pas nécessaire pour leur mode d'existence. Si les savants, partant d'un point de vue strictement scientifique, tel que celui de la possibilité de la transmission de l'énergie au monde invisible et le principe de la continuité, entretiennent de pareilles spéculations,
Pourquoi refuserait-on aux occultistes et aux spirites les mêmes privilèges? D'après la science, les impressions produites sur une surface de métal poli sont imprimées et peuvent être conservées pendant un espace de temps indéfini. Et Draper démontre le fait très poétiquement. Une ombre, dit-il, ne tombe jamais sur un mur sans y laisser une trace permanente. Trace qu'on peut rendre visible en ayant recours à des procédés convenables. Les portraits de nos amis ou paysages restent invisibles sur la plaque sensible, mais ils y apparaissent aussitôt qu'on la met dans un révélateur. Un spectre est visible sur une surface métallique ou polie, jusqu'à ce que notre nécromancie le fasse passer dans le monde visible. Sur les murs de nos appartements les plus privés, là où nous croyons que nul regard indiscret ne peut nous épier, ou que notre retraite soit jamais profanée, il existe le vestige de toutes nos actions, des silhouettes de tout ce que nous avons fait. Si une empreinte indélébile est ainsi produite sur la matière inorganique, si rien n'est perdu ou ne passe complètement inaperçu dans l'univers, pourquoi cette levée de bouclier contre les auteurs de Unseen Universe? Sur quoi s'appuient les savants qui l'ont provoqué pour repousser l'hypothèse d'après laquelle la pensée est telle qu'elle affecte la matière d'un autre univers en même temps que celle d'une autre, et explique ainsi un état à venir. Alors en fait, cette partie, elle est en italique, donc je vais juste vous la relire. La pensée est telle qu'elle affecte la matière d'un autre univers en même temps que celle d'une autre, et explique ainsi un état à venir. Voilà. Et là, ça vient justement de G.W. Draper, Conflict between Religion and Science. À notre avis, si la psychométrie est une des plus importantes preuves de l'indestructibilité de la matière, retenant éternellement les empreintes du monde extérieur, la possession de cette faculté par nos sens internes en est encore une plus grande de l'immortalité de l'esprit individuel de l'homme. Capable de discerner les événements qui ont eu lieu il y a des centaines de milliers d'années, pourquoi n'appliquerait-il pas la même faculté à un avenir perdu dans l'éternité, dans laquelle il ne peut y avoir ni passé ni futur, mais seulement un présent sans limite? Malgré les aveux de stupéfiante ignorance sur certaines choses expérimentées par les savants eux-mêmes, ceux-ci persistent à nier l'existence de cette force spirituelle mystérieuse qui se trouve hors de la portée des lois physiques ordinaires. Ils espèrent encore pouvoir appliquer aux êtres vivants les mêmes lois qui, selon eux, régissent la matière inerte, et ayant découvert ce que les kabbalistes appellent les purgations grossières de l'éther, de la lumière, de la chaleur, de l'électricité et du mouvement, ils se sont réjouis de leur bonne fortune, ont compté les vibrations qui produisent les couleurs du spectre, et, fiers de leurs exploits, ils refusent de regarder plus loin. Plusieurs hommes de science ont plus ou moins médité sur cette essence protéenne et, incapables de la mesurer avec leur photomètre, ils l'ont dénommée un intermédiaire hypothétique d'une grande élasticité et d'une ténuité telle qu'on suppose qu'il remplit tout l'espace, sans en excepter l'intérieur des corps solides, servant ainsi de moyen de transmission à la lumière et à la chaleur. Entre parenthèses, définition du dictionnaire. D'autres, que nous nommerons les feux follets de la science, ces pseudo-rejetons, l'ont examiné également, et ils ont même pris la peine, nous disent-ils, de le regarder avec de puissants microscopes. Mais, n'y apercevant pas le moindre esprit, ni le plus léger fantôme, et n'ayant non plus rien découvert dans ces vagues traîtresses, qui eût un caractère plus scientifique, ils lui ont tourné le dos en traitant tous ceux qui croient à l'immortalité, en général et les spirites en particulier, de fous insensés, de visionnaires lunatiques, sur un ton de plaintive lamentation parfaitement conforme à leur piteux échec. Donc là c'est pareil, elle réfère à la lecture on
Médiomania de Marvin. Voici ce que disent les auteurs de Unseen Universe. Nous avons chassé hors du monde objectif l'opération de ce mystère nommé vie. L'erreur commise consiste à imaginer que, par ce procédé, on se débarrasse complètement d'une chose ainsi rejetée, et qu'elle disparaît entièrement de l'univers. Or il n'en est point ainsi. Elle ne disparaît que du petit cercle de lumière, qu'on peut appeler monde de la perception scientifique. Appelons-le la trinité du mystère. Le mystère de la matière, le mystère de la vie, et le mystère de Dieu. Et ces trois sont un. Donc là c'est pareil, elle recite Unseen Universe, page 84. Partant du principe que l'univers visible doit certainement finir en tant qu'énergie transformable, et probablement aussi en tant que matière, partant aussi du principe de la continuité qui, de son côté, exige la continuation de l'univers, les auteurs de ce remarquable ouvrage se voient forcés de croire, entre guillemets, qu'il existe quelque chose au-delà de ce qui est visible, et que le système visible ne constitue pas tout l'univers, mais seulement peut-être une faible partie. Ou pareil, là elle cite encore Unseen Universe, page 89. De plus, regardant en arrière aussi bien qu'en avant, à l'origine de cet univers visible, les auteurs soutiennent que si cet univers visible est tout ce qui existe, dans ce cas, sa première brusque manifestation est aussi bien une solution de continuité que sa destruction finale. Par conséquent, comme cette rupture est en conflit avec la loi admise de la continuité, les auteurs arrivent à la conclusion suivante. Donc là, elle met entre guillemets « N'est-il pas naturel d'imaginer qu'un univers de cette nature, que nous avons toute raison de croire exister et qui est uni par des liens d'énergie avec l'univers visible, est aussi capable d'en recevoir l'énergie. Ne pouvons-nous considérer l'éther ou le médium comme n'étant pas simplement un pont entre un ordre de choses et un autre, mais plutôt comme formant une espèce de ciment grâce auquel les divers ordres de l'univers sont liés entre eux et ne font plus qu'un seul tout. » Alors, elle nous met quand même une petite annotation en ce qui concerne le pont. Elle met « Que dites-vous de cela ? Des savants éminents du XIXe siècle confirment la sagesse de la fable scandinave citée dans le chapitre précédent. Il y a plusieurs milliers d'années, l'idée d'un pont entre les univers visibles et invisibles a été exprimée allégoriquement par les païens ignorants dans le chant de Voluspa des Eddas et la vision de Vala, la prophétesse. Qu'est-ce en effet que le pont de Bifrost, le radieux arc-en-ciel qui conduit les dieux à leur rendez-vous près de la fontaine Urdar, sinon même l'idée que celle offerte à l'examen du penseur par les auteurs de Unseen Universe. En gros, ce qu'elle nous explique, c'est que y avait déjà quand même des données dans des cultes païens, dans des cultures païennes, dans des chansons ou autres. Vous voyez comme quoi tout ce qui est aussi chanson, vous le savez normalement si vous écoutez tout ça aussi, surtout en alchimie, on a la souris verte et autres. Contes légendaires, on a Alice au Pays des Merveilles aussi. Tout ce qui est contes, chansons, autres, il y a des messages. De toute façon, à l'époque, de village en village, ça se passait comme ça. On avait des conteurs, des chanteurs, et souvent qui relataient un petit peu certains événements ou des choses que d'autres personnes avaient vues. À l'époque, l'information passait aussi de cette façon. Et l'information cachée aussi. En partie, bien sûr. Alors, on reprend dans le texte. En somme, ce que nous nommons éther peut n'être point un simple intermédiaire, mais un médium avec en plus l'invisible ordre des choses, de sorte que, lorsque les mouvements de l'univers visible sont transmis dans l'éther,
Une partie de ces mouvements est portée comme à travers un pont dans l'univers invisible où l'on s'en sert et où on le met en réserve. Mais quoi? Est-il même nécessaire de retenir cette figure d'un pont? Pourquoi ne pas dire tout de suite que lorsque l'énergie est transférée de la matière dans l'éther, elle est du visible à l'invisible, et que, lorsqu'elle passe de l'éther dans la matière, c'est de l'invisible qu'elle émigre vers le visible. Et on met Unseen Universe, cette fois-ci la page 198. Précisément. Et si les savants voulaient faire quelques pas de plus dans cette direction et sonder plus sérieusement l'hypothétique milieu, qu'elle a mis entre guillemets, qui sait si l'abîme infranchissable de Tyndall, entre les procédés physiques, du cerveau et la conscience, ne pourrait pas être franchi, au moins intellectuellement, ne pourrait pas être franchi avec une surprenante facilité et une sécurité absolue? Déjà, en 1856, un homme considéré alors comme un savant, le docteur Jobard de Paris, avait certainement les mêmes idées que les auteurs de Unseen Universe au sujet de l'éther lorsqu'il étonna la presse et le monde scientifique par la déclaration suivante. Elle le cite. « J'ai fait une découverte qui m'effraie. Il y a 2 sortes d'électricité. L'une brutale et aveugle est produite par les métaux et les acides, entre parenthèses la purgation grossière. L'autre est intelligente et clairvoyante. L'électricité s'est dédoublée dans les mains de Galvani, Nobili et Matthieusi. La force brutale du courant a suivi Jacobi, Bonelli et Montcalm, tandis que la force intelligente s'est rangée du côté de Boisrobert, Tillorier et du chevalier du Plantier. La boule électrique, ou électricité globulaire, contient une pensée qui n'obéit point à Newton ni à Mariotte, et ne suit que ses propres impulsions. Nous avons dans les annales de l'Académie des milliers de preuves de l'intelligence de l'étincelle électrique. Mais je m'aperçois que je deviens indiscret. Un pas de plus, et j'allais vous dévoiler la clé qui nous permettra de contempler l'esprit universel. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Là, c'est une petite annotation sur l'Ami des sciences en mars 1856. Ce qui précède, ajouté aux étonnantes confessions de la science et à ce que nous venons de citer de l'Unseen Universe, jette un jour nouveau sur la sagesse des âges depuis longtemps disparus. Dans un des chapitres précédents, nous avons fait allusion à une citation tirée de la traduction des anciens fragments par Cozy, dans lesquels on voit qu'un des oracles chaldéens exprime exactement la même idée sur l'éther, et dans un langage qui a beaucoup d'analogies avec celui des auteurs Unseen Universe. Il établit que toute chose dérive de l'éther, et que tout y retournera, que les images de toute chose sont imprimées en caractères indélébiles, et qu'il est l'entrepôt des germes et des restes de toutes les formes visibles et même des idées. On dirait que cette circonstance corrobore singulièrement notre assertion que, quelles que soient les découvertes que l'on fasse aujourd'hui, elles ont été devancées de plusieurs milliers d'années par nos candides ancêtres. Au point où nous sommes parvenus, l'attitude prise par les matérialistes à l'égard des phénomènes psychiques étant parfaitement définie, nous pouvons affirmer sans crainte que si la clé de ce problème gisait abandonnée sur le bord de l'abîme, pas un de nos Tyndalls dédaignerait se baisser pour la ramasser. Combien de timides paraîtraient à certains kabbalistes ces vains efforts pour résoudre le grand mystère de l'être universel. Quoique bien en avance sur tout ce que les philosophes modernes ont proposé, les théories mises en avant par les auteurs de l'Unseen Universe étaient déjà une science familière pour les maîtres de la philosophie hermétique. Pour eux, l'éther n'était pas un simple pont reliant entre l'univers visible et l'invisible, mais en traversant son arche,
Leurs pieds hardis suivaient la route qui conduit aux portes mystérieuses que nos penseurs modernes ne veulent ou ne peuvent pas ouvrir. Plus les recherches des explorateurs modernes sont profondes, et plus ils se trouvent en présence des découvertes des anciens. Élie de Beaumont, l'éminent géologue français, ose-t-il risquer une insinuation sur la circulation terrestre relativement à quelques éléments de la croûte de la Terre? Il se trouve devancé par les anciens philosophes. Si nous demandons aux savants technologistes quelles sont les plus récentes découvertes au sujet de l'origine des dépôts métallifères, nous voyons l'un d'eux, M. Sterry Hunt, en nous prouvant comme l'eau est un dissolvant universel, en nous prouvant comment l'eau est un dissolvant universel, énoncer la doctrine professée et enseignée par Thalès plus de 2 douzaines de siècles auparavant, à savoir que l'eau est le principe de toute chose. Puis, le même professeur, s'appuyant sur l'autorité de Beaumont, nous expose la théorie de la circulation terrestre et le phénomène chimique ou physique du monde matériel. Tout en lisant avec plaisir, qui n'est point disposé à admettre que, dans les procédés chimiques et physiques, réside tout le secret de la vie organique, nous notons avec encore plus de satisfaction la loyale confession suivante. Donc, elle cite. À bien des égards, nous pourrions mettre en parallèle les phénomènes du monde organique avec ceux du règne minéral. Et nous apprenons en même temps que ces deux domaines sont tellement connexes et dépendants l'un de l'autre que nous commençons à entrevoir une certaine vérité dans les connaissances de ces philosophes de l'Antiquité, qui attribuaient au monde minéral une notion d'une force vitale, ce qui les amenait à parler de la Terre comme d'un grand organisme vivant et à considérer les divers changements dans son atmosphère, ses eaux et ses gouffres rocheux comme étant de processus appartenant à la vie de notre planète. Les pierres, les amis, c'est pas pour rien. Je sais que c'est la mode en ce moment, mais on a bien un électromagnétisme et quand vous avez des bracelets, faut pas oublier un petit peu le frottement des deux pierres qui peut générer un électromagnétisme. Donc ça peut être toujours intéressant. Je vous renvoie à Santini de Riol. Bon, après, le livre qu'on a fait sur les pierres magiques avec les vertus des pierres à l'ancienne, bon, c'est pas extraordinaire. J'étais un petit peu déçue de ce qu'il en donnait, mais je suis sûre qu'il existe d'autres livres et j'essaierai de vous les trouver. Toute chose en ce monde doit avoir un commencement. Les savants ont poussé dernièrement les choses si loin en matière de préjugés qu'il est étonnant que l'on ait fait autant de concessions à la philosophie de l'Antiquité. Les pauvres honnêtes éléments primordiaux sont depuis longtemps mis en exil, et nos ambitieux hommes de science luttent à l'envi pour décider qui ajoutera un élément de plus à la lignée à peine emplumée des 63 et quelques corps simples. On a combien de corps dans le tableau de Mendeleïev? D'ailleurs, ce tableau-là a sacrément augmenté, est quasiment rempli, il me semble. Je sais pas, j'ai pas fait attention, mais il me semble que depuis 20 ou 30 ans, il s'est bien enrichi. En attendant, une véritable guerre se livre en chimie au sujet des termes à employer. On nous conteste le droit de nommer ces substances des éléments chimiques parce qu'elles ne sont pas des principes primordiaux ou des substances ayant une naissance propre de laquelle est formé l'univers. Ça y renvoie à Crook, New Chemistry. Ces idées associées au mot « élément » étaient assez bonnes pour l'ancienne philosophie de la Grèce. Mais la science moderne les repousse, car, comme le dit M. Crook, ce sont des termes maladroits, et la science expérimentale ne veut rien avoir à faire avec aucune autre espèce d'essence, sinon celle que nous pouvons voir, sentir ou toucher. Elle ne veut connaître que celle qu'on peut mettre sous les yeux, sous le nez et sous la bouche, donc en gros le matérialiste. Elle abandonne les autres aux métaphysiciens. Par conséquent, lorsque Van Helmont nous dit que, bien qu'il soit possible de convertir artificiellement en eau une portion homogène de la Terre,
tout en niant que la nature seule puisse le faire, car nul agent naturel n'a le pouvoir de transformer un élément en un autre, lorsqu'il donne pour raison que les éléments restent toujours les mêmes, nous devons croire qu'il est, sinon un ignorant, tout au moins, un disciple mal renseigné de la philosophie surannée de l'ancienne Grèce. Ayant vécu et étant mort dans la bienheureuse ignorance des futurs 63 corps simples, qu'est-ce que lui ou son maître Paracelse ont bien pu faire? Rien, naturellement. Que des spéculations métaphysiques creuses et sans portée, présentées dans l'inintelligible jargon commun à tous les alchimistes de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Néanmoins, en comparant les notes, nous trouvons dans le plus récent ouvrage sur la chimie moderne les assertions suivantes. Elle cite: l'étude de la chimie a révélé une classe extraordinaire de substances, d'aucune desquelles on a pu extraire par un procédé chimique quelconque une deuxième substance pesant moins qu'elle. C'est intéressant ça. Je vous relis ça. L'étude de la chimie a relevé une classe extraordinaire de substances, d'aucune desquelles on a pu extraire par un procédé chimique quelconque, une deuxième substance pesant moins qu'elle. Il n'est point de procédé chimique par lequel nous puissions tirer du fer. Une substance pesant moins que le métal qui a concouru à le produire. Alors, est-ce que c'est pareil aujourd'hui? En un mot, du fer, nous ne pouvons extraire que du fer. Il apparaît, en outre, suivant le professeur Crook, qu'il y a 75 ans, on ne savait pas qu'il y eut une différence entre les substances élémentaires et les substances composées, car dans l'Antiquité, les alchimistes n'avaient jamais compris que la pesanteur est la mesure de la matière, et que, mesuré de la sorte, rien ne se perd, mais au contraire, ils croyaient que dans des expériences de ce genre, les substances employées subissaient une transformation mystérieuse. En un mot, on a gaspillé des siècles en vaines tentatives pour transformer en or les métaux les plus vils. Le professeur Crook, si compétent en matière de chimie moderne, est-il aussi au courant de ce que savaient les alchimistes, de ce qu'ils ont ignoré? Est-il certain de comprendre le sens du jargon des alchimistes? Quant à nous, nous ne le sommes pas. Comparons ces idées exprimées ci-dessus avec de simples phrases écrites en langage clair, quoique ancien, et tirées des traductions de Van Helmont et de Paracelse. Nous apprenons par leur propre indication que l'alcaeste provoque les transformations suivantes. Premièrement, l'alcaeste ne détruit jamais les vertus séminales des corps qu'il a dissous. Ainsi, par son action, l'or est réduit en un sel d'or, l'antimoine en un sel d'antimoine, etc., ayant les mêmes vertus séminales ou caractères que la matière concrète originale. Deuxièmement, la substance exposée à son action est convertie en ces trois principes, sel, soufre et mercure, et après en sel seul, qui se volatilise ensuite et se transforme à la longue entièrement en eau claire. Troisièmement, tout ce qui dissout peut être rendu volatile par un bain de sable chaud, et si après avoir volatilisé le dissolvant, il est soumis à la distillation, le corps reste pur sous forme d'eau insipide, mais toujours en quantité égale à l'original. Plus loin, nous constatons que Van Helmont, l'ancien, affirme que ce sel transforme les corps les plus réfractaires en substances ayant les mêmes vertus séminales, d'un même poids que la matière dissoute. Et il ajoute: ce sel, lorsqu'il a été contrôlé plusieurs fois, entre parenthèses ce que Paracelse indique par l'expression sal circulatum, perd toute sa fixité et finit à la longue par devenir une eau insipide, égale en quantité au sel, duquel elle a été formée. Alors là,
Ça nous vient de Ceralis Adopterum Verdenfeld, Philatète. Van Helmont Paracelse. Ensuite, l'objection que pourrait faire le professeur Cook aux expressions hermétiques en faveur de la science moderne pourrait également s'appliquer aux écritures hiératiques égyptiennes, à savoir qu'elles masquent ce qui doit être tenu caché. S'il voulait profiter des travaux du passé, il devrait s'adresser à un cryptographe et non à un satirique. Paracelse, comme tous les autres, a épuisé son génie et à des transpositions de lettres et à des abréviations de mots et de formules. Par exemple, lorsqu'il écrit sutrature, il veut dire tartre, et par moutrin, il veut dire nitrum, et ainsi de suite. Les prétendues explications de la signification de l'alphabet sont interminables. Quelques-uns s'imaginaient que c'était un alcaloïde du sel de tartre. D'autres qui désignaient l'algeste, donc L'Algeist, mot allemand qui veut dire tout esprit ou spiritueux. Paracelse s'appelait habituellement sel, le centre de l'eau, dans laquelle tous les métaux doivent périr. Cela a donné lieu aux plus absurdes suppositions, et quelques personnes comme Glauber ont pensé que l'Alcaeste était l'esprit de sel. C'est être bien téméraire que d'affirmer que Paracelse et ses collègues ignoraient la nature des corps élémentaires et des corps composés. Ils n'étaient peut-être pas désignés par les mêmes noms sous lesquels on les connaît aujourd'hui, mais qu'ils les ont connus, c'est un fait démontré par les résultats qu'ils ont obtenus. Qu'importe le nom sous lequel Paracelse est désigné le gaz qui se dégage lorsque le fer est dissous dans l'acide sulfurique, s'il est reconnu, même par nos princes de la science, comme l'inventeur de l'hydrogène. Alors là, on a Chemistry par Humans. Excusez-moi, là c'est un petit peu plus vulgaire en fait. Pareil, j'ai des caractères effacés. Son mérite est le même, et quoique Van Helmont ait dissimulé sous le nom de vertu séminale, sa connaissance du fait que des substances élémentaires ont leur propriété originale, que leur mélange avec d'autres pour contribuer à former des composés, ne modifie que temporairement, mais ne les détruit jamais, il n'en est pas moins le plus grand chimiste de son temps, pouvant marcher de pair avec les savants modernes. Il affirmait que l'aurum, AURUM, potabile, POTABILE, pouvait être obtenu avec l'alcaeste, en convertissant la substance entière de l'or en sel, qui conserve ses vertus séminales et est soluble dans l'eau. Lorsque les chimistes auront appris ce qu'ils entendaient par aurum potabile, par alcaeste, par sel et par vertu séminale, ce qu'ils entendaient réellement, et non point ce qu'ils prétendaient vouloir dire, ni ce que l'on a pensé qu'ils entendaient, alors, mais alors seulement, ils pourront avec certitude prendre ces airs de protection dédaigneuse qu'ils affichent à l'égard des philosophes hermétiques et de ces anciens maîtres dont ils écoutaient respectueusement les mystiques enseignements. Une chose est évidente dans tous les cas, dans sa forme ésotérique, le langage de Van Helmont montre qu'il connaissait la solubilité des substances métalliques dans l'eau, dont Sterihunt fait la base dans sa théorie des dépôts métallifères. Quels termes inventeraient nos savants contemporains pour dissimuler, tout en la révélant à moitié, leur audacieuse proposition que seul Dieu de l'humanité est la matière périssable de leur cerveau? Si dans les caves de la cour d'appel ou dans les cryptes de Notre-Dame, il y avait une chambre de torture où le premier juge ou cardinal venu pourrait les envoyer à son gré. Le professeur Sterihunt dit dans une de ses conférences: les alchimistes cherchaient en vain un dissolvant universel,
Mais nous savons aujourd'hui que l'eau aidée en certains cas par la chaleur, la pression ou l'addition de certaines substances largement répandues, telles que l'acide carbonique, les carbonates et les sulfates alcalins, dissout les corps les plus insolubles, de sorte qu'elle pourrait après tout être considérée comme l'alcaeste ou le dissolvant universel tant cherché. Cela ressemble fort à une paraphrase de Van Helmont ou de Paracels lui-même. Il connaissait aussi bien que les chimistes modernes les propriétés dissolvantes de l'eau, et qui plus est, il ne s'en cachait pas. Ce qui prouve que, pour eux, ce n'était pas le dissolvant universel. Beaucoup de commentaires et de critiques de leurs ouvrages existent encore, et on trouve dans presque tout ouvrage qui traite de cette question au moins une de leurs propositions dont ils n'ont jamais cherché à faire un mystère. Voici ce que nous lisons dans un ancien livre sur les alchimistes, mieux que cela, une satire de 1820, écrite au commencement du siècle, c'est-à-dire à une époque où les nouvelles théories sur la puissance chimique de l'eau étaient à peine à l'état d'embryon. Elle cite « Une chose qui contribuera peut-être à jeter un certain jour sur la question, c'est la constatation que Van Helmont, aussi bien que Paracels, considérait l'eau comme instrument, entre parenthèses l'agent, universel de la chimie et de la philosophie naturelle, et la terre comme la base immuable de toute chose, que le feu était considéré comme la cause suffisante de toute chose, que les empreintes séminales étaient comprises dans le mécanisme de la terre, que l'eau, en dissolvant cette terre et en provoquant une fermentation à l'aide de la chaleur, fait éclore toute chose, et que de là proviennent les règnes animal, végétal et minéral. Donc là, elle va citer John Bumpus, Alchemy and the Alchemist, édition de 1820. Les alchimistes comprennent parfaitement le pouvoir universel de l'eau. Dans les œuvres de Paracels, de Van Helmont, de Philatète, de Panthathème, de Tachenius et même de Boyle, la grande propriété caractéristique de l'alcaès de dissoudre et de modifier tous les corps sublunaires, l'eau seule exceptée, est très explicitement exprimée. Faut-il croire que Van Helmont, dont le caractère privé était irréprochable et dont la grande science était universellement reconnue, ait solennellement déclaré qu'il était en possession du secret, si ce n'était qu'une vaine vantardise? Alors elle recite voir les ouvrages de Boyle. Dans un discours prononcé dernièrement à Nashville, au Tennessee, le professeur Huxley pose une règle relative à la validité du témoignage des hommes comme base de l'histoire et de la science. Ce témoignage que nous pourrons certainement appliquer au cas présent. Il est impossible, dit-il, que notre vie pratique ne soit pas plus ou moins influencée par les idées que nous faisons au sujet du passé dans l'histoire des choses. L'une d'elles est le témoignage des hommes sous ses différentes formes, toutes les attestations des témoins oculaires, la tradition transmise par la bouche même de ceux qui ont assisté aux événements, le témoignage de ceux qui ont consigné leur impression dans les livres. En lisant les commentaires de César, dans tous les passages où il raconte ses batailles avec les Gaulois, on accepte ses conclusions avec plus ou moins de confiance. On base sa foi sur son témoignage. On est convaincu que César n'aurait pas fait de ces déclarations s'il n'était pas persuadé de leur exactitude. Voilà, il faut voir aussi, parce que généralement, il voit les choses à sa manière, quand même, quand il est... Chaque personne qui écrit l'histoire ou autre, on le dit bien, hein, les gagnants réécrivent l'histoire aussi, mais on se doute qu'il a pu aussi mettre un petit peu sa vision des choses. Eh bien, nous ne saurions logiquement admettre que la règle philosophique de M. Huxley soit appliquée d'une manière partiale à César. Bon, voilà, il dit la même chose. Ou ce personnage était naturellement véridique, ou il était naturellement menteur. Et puisque M. Huxley a réglé ce point d'une façon satisfaisante, en ce qui concerne les faits militaires historiques, nous prétendons que César est également un témoin compétent et digne de foi, quand même,
pour tout ce qui a rapport aux augures, aux devins et aux faits psychologiques. Bon, donc elle le rejoint quand même. Il en est de même d'Hérodote et d'autres autorités de l'Antiquité qui, à moins d'être par leur nature même dignes de foi, ne devaient inspirer confiance lorsqu'ils parlent d'affaires civiles ou militaires. Falsus in uno falsus in omnibus. Et par conséquent, si nous pouvons nous fier à eux, au sujet des choses physiques, nous devons aussi le faire en matière de faits psychiques et spirituels. Car suivant le professeur Huxley, la nature humaine était la même dans les temps anciens qu'elle l'est de nos jours. Les hommes intelligents et consciencieux d'alors ne mentaient pas plus que ceux d'aujourd'hui, pour le plaisir de tromper ou de mystifier la postérité. La probabilité que de tels hommes aient dénaturé les faits étant ainsi nettement écartée par un homme de science, nous ne voyons pas la nécessité de discuter ce point. Quant à Van Helmont et son illustre, mais malheureux maître, le temps décrié par Assès, Deleuze signale dans les œuvres de Van Helmont beaucoup d'idées mythiques et illusoires, peut-être uniquement parce qu'il ne les comprenait pas. Mais il reconnaît néanmoins une vaste science, un jugement pénétrant, et il dit en même temps qu'il a doté le monde de grandes vérités. Il fut le premier, ajoute-t-il, qui donna le nom de gaz au fluide éthéré. Sans lui, il est probable que l'acier n'eût pas donné une nouvelle impulsion à la science. Donc elle met là aussi en annotation Deleuze de l'opinion de Van Helmont sur la cause, la nature et les effets du magnétisme. On continue. Quelle doctrine des probabilités faut-il expliquer pour nous rendre compte que des expérimentateurs capables de résoudre et de recombiner des substances chimiques, ainsi qu'ils prétendent l'avoir fait, aient ignoré la nature des corps élémentaires, leurs propriétés de combinaison, et le ou les dissolvants qui les désagrégeraient au besoin? Ce serait tout différent si ce n'était que des théoriciens. Et notre argument perdrait de sa force. Mais les découvertes chimiques qui leur sont dues, de l'aveu même de leur plus cruel ennemi, nous donnent le droit de tenir un langage beaucoup plus énergique que celui que nous avons employé, dans la crainte d'être taxés de partialité. Et comme cet ouvrage d'ailleurs est basé sur l'idée qu'il existe une nature plus élevée chez l'homme, et que ses facultés morales et intellectuelles doivent être appréciées psychologiquement, nous n'hésitons pas à affirmer que, puisque Van Helmont a solennellement déclaré qu'il connaissait le secret de l'alkeste, aucun critique moderne n'a le droit de le considérer comme un imposteur et un visionnaire avant de savoir quelque chose de plus sur la nature de ce prétendu dissolvant universel. Les faits sont têtus, remarque M. A.R. Wallace dans sa préface de Miracle and Modern Spiritualism. C'est pour cela que, comme les faits doivent être nos plus puissants alliés, nous apporterons tout ce que les miracles de l'Antiquité et des temps modernes nous fourniront. Les auteurs de Unseen Universe ont démontré scientifiquement la possibilité de certains prétendus phénomènes psychologiques au moyen de l'éther universel. Wallace prouve que le catalogue entier des allégations contraires, y compris les sophismes de Hume, ne supporte pas l'examen si on les met face à face avec la logique étroite. M. Crook a offert au monde des sceptiques ses propres expériences qui ont duré plus de 3 ans, avant d'avoir été convaincu par la preuve la plus indiscutable, celle de ses propres sens. Il serait facile de dresser une liste de savants qui ont témoigné en faveur de cette question. Et Camille Flammarion, le réputé astronome français, auteur de beaucoup d'ouvrages qui, aux yeux des sceptiques, le feront passer pour une dupe, ainsi que Wallace, Crook et Hare, confirment nos paroles dans le passage suivant. Je n'hésite pas à affirmer ma conviction basée sur un examen personnel de la question, que tout savant qui déclare impossible les phénomènes dénommés magnétiques, somnambuliques, médiumniques et encore inexpliqués par la science,
par le sans savoir ce qu'il dit. Tout homme habitué aux observations scientifiques, s'il n'est pas prévenu par une opinion préconçue, et si sa lucidité mentale n'est pas obscurcie par une illusion contraire, malheureusement trop commune dans le monde de la science, qui consiste à imaginer que toutes les lois de la nature nous sont déjà connues, et que tout ce qui dépasse les limites de nos formules actuelles est impossible, un tel homme est dans le cas d'exiger une certitude radicale et absolue de la réalité des faits auxquels il fait allusion. Alors, ça c'est vrai. C'est que aujourd'hui beaucoup se basent sur tout ce qu'on connaît déjà comme si c'était définitif et comme si au final on savait tout. Or, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Dans Notes of an Inquiry, si vous voulez, je vous mette Into the Phenomena Called Spiritual, à la page 101, Monsieur Crookes cite Monsieur Sergeant Cox, qui après avoir donné à la force qui produit ces phénomènes le nom de psychique, l'explique en ces termes. Comme l'organisme est lui-même mu et dirigé par une force qui est ou qui n'est pas dirigée par l'âme, l'esprit ou l'intelligence, qui constitue l'être individuel que nous appelons l'homme, on est de même en droit de conclure que la force qui est la cause des mouvements, en dehors des limites du corps, est la même que celle qui produit le mouvement en dedans de ces mêmes limites. Et de même que la force extérieure est souvent dirigée par l'intelligence, c'est une conclusion également logique d'admettre que l'intelligence directrice de cette force extérieure est la même que celle qui dirige la force intérieure. Pour mieux comprendre cette théorie, nous la diviserons en 4 propositions, pour montrer que ce que croit Monsieur Sergeant Cox. Premièrement, que la force qui produit les phénomènes physiques provient du médium, entre parenthèses, et par conséquent est engendrée au-dedans de lui. Deuxièmement, que l'intelligence dirige la force pour la production des phénomènes, petit a, peut quelquefois être différente de celle du médium, mais la preuve de ce fait est insuffisante et par conséquent, petit b, il est probable que l'intelligence dirigeante est celle du médium lui-même. Monsieur Cox appelle cela une conclusion raisonnable. Troisièmement, que la force qui fait mouvoir la table est identique avec celle qui fait mouvoir le corps du médium lui-même. Quatrièmement, il combat énergiquement la théorie, ou plutôt l'affirmation spirite, que les esprits des morts sont les seuls agents de la production de tous les phénomènes. Avant de poursuivre notre analyse de ces idées, nous devons rappeler au lecteur que nous nous trouvons placés entre les deux extrêmes, représentés par 2 parties, les croyants et ceux qui ne croient pas à cette intervention des esprits humains. Aucun des deux ne paraît en mesure de trancher la question posée par M. Cox, car tandis que les spirites se montrent tellement omnivores dans leur crédulité, qu'ils en sont arrivés à croire que chaque son et chaque mouvement dans une séance est produit par des êtres humains désincarnés, leur antagoniste nie dogmatiquement que rien ne peut être produit par des esprits, pour la bonne raison qu'il n'en existe pas. Ah oui, c'est vrai que ça c'est je crois que ça c'est encore plus drastique. Bon ben c'est simple, c'est pas parce que les esprits ça n'existe pas. Point. Alors qu'on a des traces depuis des millénaires, enfin bon. Non mais non. Qui n'a pas vu, si tu ne vois pas, c'est que ça n'existe pas. On va parler des ondes magnétiques et du Wi-Fi, on ne les voit pas mais ça existe. Par conséquent, ni l'un ni l'autre de ces partis ne se trouve en situation d'examiner la question sans parti pris. Oui, puis ils n'arrivent pas à s'accorder parce que c'est vraiment 2 tranchants. S'ils considèrent la force qui produit le mouvement dans le corps et celle qui occasionne les mouvements en dehors des limites du corps comme étant de même essence, il est possible qu'ils soient dans le vrai. Mais là, s'arrête l'identité de ces 2 forces. Le principe vital qui anime le corps de M. Cox est de la même nature évidemment que celui de son médium, et cependant il n'est pas le médium, pas plus que celui n'est M. Cox. Alors si vous en êtes déjà arrivé là,
bravo les amis. En plus, j'ai décidé de lire un tout petit peu plus lentement parce que je pense que c'est plus facile, j'arrive mieux à articuler, ça rentre mieux, je bute moins sur les mots. C'est plus fluide, j'arrive à mettre plus de cohérence dans le texte, mais j'espère que ça vous endort pas. Mais c'est possible que ça vous endorme puisque le rythme est beaucoup plus lent. Si c'est le cas, c'est pas grave. Sachez que quand même il y a l'intégration et c'est ça qui compte. Et comme je le dis souvent, comme on est dans une période où beaucoup de gens se plaignent de pas dormir, écoutez, si au moins je peux faire ça. Et aussi, je voulais vous dire, si vous êtes arrivé à ce stade, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner pour m'encourager, pour le soutien. Vous avez également les likes, les commentaires, enfin vous savez toutes ces choses-là. Voilà, on va continuer encore un petit peu parce qu'on n'est pas arrivé encore à 1 heure. Il faut que je vois un petit peu ce qu'on a encore comme texte. Alors, je viens de voir que on a un peu plus de 10 pages. Alors, faut savoir que chez Elena Blavatsky, les pages, c'est costaud, hein. Donc, on va voir parce que on a un peu plus de 10 pages avant d'arriver au 7e chapitre, mais j'aimerais quand même bien les faire parce que c'est quand même assez rapide, mine de rien. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. La vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude. Cette force que pour plaire à Monsieur Cox et Monsieur Crooks, nous pouvons tout aussi bien nommer psychique qu'autrement. Donc cette force procède par et non point du médium individuel. Si elle procédait de lui, elle serait engendrée en lui, et nous sommes prêts à démontrer qu'il ne peut pas en être ainsi. Pas plus dans les cas de lévitation des corps humains, de mouvement ou de déplacement des meubles sans contact, que dans les cas de cette force où cette force fait preuve de raison et d'intelligence. C'est un fait bien connu des médiums et des spirites que plus les médiums est passif, plus la manifestation est réussie. Plus vous vous videz la tête, les amis, plus ça fonctionne. Et chacun des phénomènes en question exige une volonté consciente, prédéterminée. Consciente et en pleine assurance. Aucun doute. Ça, c'est très important aussi. Dans les cas de lévitation, il nous faudra admettre que cette force autogénérée enlèverait du sol la masse inerte, la dirigerait en l'air et la replacerait sur le sol, en évitant les obstacles et par conséquent en faisant preuve d'intelligence, tout en agissant pourtant que d'une façon absolument automatique, le médium restant tout le temps passif. S'il en était ainsi, le médium serait un magicien conscient. Et toute prétention à n'être qu'un instrument passif entre les mains d'intelligence invisible serait inutile. Autant soutenir qu'une quantité suffisante de vapeur, pour remplir la chaudière sans la faire éclater, ferait s'élever celle-ci dans les airs, ou qu'une bouteille de liède, chargée d'électricité, pourrait triompher de l'inertie de son enveloppe de verre. Toutes les analogies semblent indiquer que la force qui agit en présence du médium sur des objets extérieurs provient d'une source qui lui est complètement étrangère. Nous pourrions la comparer à l'hydrogène qui a raison de l'inertie du ballon, le gaz qui a raison de l'inertie du ballon. Le gaz, sous la direction d'une intelligence, s'accumule dans le récipient en volume suffisant pour vaincre l'attraction de sa masse combinée. Vous voyez, là j'essaie de lire un petit peu plus vite pour essayer d'avoir toutes les pages et je bute beaucoup plus facilement. Donc je fais du montage, faut pas croire, vous l'entendez pas, mais j'en fais. Et là, par contre, j'en ai encore plus quand c'est comme ça. Donc on va reprendre un rythme un peu plus long, on verra ce qu'on va faire. C'est d'après le même principe que cette force fait mouvoir les meubles et accomplit d'autres manifestations. Et bien qu'identique dans son essence, avec l'esprit astral du médium, cela ne peut être uniquement son esprit, parce que celui-ci demeure dans une sorte de torpeur cataleptique, lorsque le médium est bien authentique. Donc la première des assertions de M. Cox paraît basée sur une hypothèse insoutenable. Comme de juste, notre argumentation part de l'hypothèse d'après laquelle le cas de lévitation est un fait bien observé et constaté. La théorie de la force psychique, pour être parfaite, doit pouvoir expliquer tous les mouvements visibles des substances visibles. Et la lévitation est sans contredit de ce nombre. Quant à sa seconde proposition, nous nions que la preuve soit insuffisante, pour démontrer que la force qui produit les phénomènes est quelquefois dirigée par d'autres forces que l'esprit ou l'intelligence du psychique. Au contraire,
Il y a une telle abondance de témoignages pour montrer que l'intelligence du médium, dans la majorité des cas, n'a rien à voir avec les phénomènes, que nous ne pouvons laisser passer inaperçue l'assertion de M. Cox. Nous envisageons sa troisième proposition comme également illogique, car si le corps du médium n'est pas le générateur, mais bien tout simplement le canal de la force qui produit les phénomènes, question sur laquelle les recherches de M. Cox ne jettent aucune lumière, il ne s'ensuit nullement que parce que l'âme, l'esprit ou l'intelligence du médium dirige son organisme, ce soit l'âme, l'esprit ou l'intelligence du médium qui enlève une chaise ou frappe des coups correspondant aux lettres de l'alphabet. Quant à la quatrième proposition, savoir que les esprits des morts sont les seuls agents dans la production de tous les phénomènes, nous n'avons pas besoin de nous en occuper pour le moment. Parce que nous traitons longuement, dans d'autres chapitres, la nature des esprits qui produisent les manifestations médiumniques. Les philosophes, et en particulier ceux qui étaient initiés au mystère, soutenaient que l'âme astrale est le duplicata impalpable de la forme extérieure grossière que nous appelons le corps. C'est le périsprit des partisans d'Alan Kardec et la forme spirituelle des spirites. Au-dessus de ce double interne, et l'illuminant comme un chaud rayon de soleil éclaire la terre, dans lequel il fait fructifier le germe et dont il l'appelle à la vie, les qualités latentes qui dorment, planent l'esprit divin. Le périsprit astral est contenu et confié dans le corps physique, comme l'éther dans un flacon ou le fluide magnétique dans l'aiguille aimantée. C'est un centre et un engin de force alimenté par l'approvisionnement universel de la force, et mis en mouvement par les mêmes lois générales qui régissent toute la nature, et produisent tous les phénomènes cosmiques. Son activité inhérente occasionne les incessantes opérations physiques de l'organisme animal et, comme résultat final, sa destruction par l'usure ou la perte soudaine de la force. Il est le prisonnier, et non point l'habitant volontaire du corps. Il a un penchant si marqué pour la force extérieure universelle qu'après avoir surmené son corps, il finit par en sortir pour aller vers elle. Plus l'enveloppe corporelle qui l'enserre est robuste, matérielle et forte, et plus longue est la durée de son emprisonnement. Quelques personnes naissent avec des organisations tellement exceptionnelles que la barrière qui empêche toute communication avec le monde de la lumière astrale peut être facilement levée pour eux, si bien que leurs âmes peuvent voir et même passer dans ce monde et en revenir. Donc là on parle, je pense, du voyage astral. Celles qui le font consciencieusement et à volonté sont appelées magiciens, hiérophantes, prophètes, voyants, adeptes. Celles qui sont amenées à le faire, soit par le fluide d'un magnétiseur, soit par les esprits, sont des médiums. Là, quand elle parle d'esprit, elle le met entre guillemets et elle met une annotation importante, assez longue, enfin non, pas tant que ça au final. Les théosophes occultistes refusent le nom d'esprit à ces semi-intelligences extérieures et au dehors du médium. Elles ont une variété de noms qu'il est inutile d'énumérer en ce moment. Nous acceptons et employons le terme « esprit » entre guillemets, sans protestation et seulement afin de ne pas créer plus de confusion encore. Voilà. On continue. L'âme astrale, une fois la barrière ouverte, est si puissamment attirée par l'aimant astral universel que quelquefois elle entraîne avec elle son enveloppe corporelle qu'elle tient ainsi suspendue en l'air jusqu'à ce que le poids de la matière l'emporte de nouveau et que le corps redescende sur la terre. Mais ceci est un cas exceptionnel. Généralement, la lévitation des médiums et objets médiumnisés, c'est-à-dire fortement imprégnés de l'effluve magnétique du médium, se produit en conséquence du changement de polarité. Voyez glossaire, article aérobatie. Chaque manifestation objective qu'elle consiste dans la mise en mouvement d'un membre ou dans le mouvement de quelque corps inorganique exige deux conditions. Volonté, entre parenthèses, qui est une impulsion subie mais non arbitraire dans certains cas,
et force. Alors là, elle met une petite annotation également en ce qui concerne la volonté. Elle met « Il ne faudrait pas que le lecteur comprît cette expression volonté dans le sens d'une impulsion consciente et personnelle. La volonté universelle n'est qu'une loi immuable dont les actes si variés sont dirigés et alors là j'arrive pas à lire, excusez-moi. Je pense que c'est mu par une intelligence inhérente dans tout atome, mais dont les manifestations sont soumises à cette même loi. La loi universelle et immuable. Voilà. On revient au texte. Plus la matière ou ce qui rend visible à nos yeux l'objet mue de la sorte, et ces trois forces sont toutes convertibles et constituent la corrélation des forces des savants. Elles sont à leur tour dirigées, ou plutôt éclairées par l'universelle et divine intelligence que ces hommes laissent si soigneusement de côté, mais sans laquelle le plus léger mouvement du plus humble vermisseau ne peut avoir lieu. Le plus simple comme le plus commun de tous les phénomènes, le bruissement des feuilles qui tremblent en léger contact de la brise, exige un constant exercice de ses facultés. Les savants peuvent bien les nommer lois cosmiques immuables et fixes car elles le sont, en effet. Mais au-delà, ou plutôt en dedans de ces lois, il nous faut chercher la cause intelligente qui, ayant mis ces lois en action et en vigueur, leur a pour ainsi dire infusé l'essence de sa propre nature, de sa volonté qui est latente et inconsciente dans son unité, active et consciente dans ses manifestations différenciées. Que nous la nommions cause première, volonté universelle ou Dieu, elle doit toujours impliquer l'intelligence universelle et une. Et maintenant, qu'il nous soit permis de demander comment une volonté peut se manifester à la fois d'une façon intelligente et inconsciente. Il est difficile, sinon impossible, de concevoir l'intelligence séparée de la conscience. Par conscience, nous entendons pas nécessairement une sensation physique ou corporelle. Là, elle met en italique, la conscience est une qualité du principe qui sent ou en d'autres termes de l'âme, et souvent celle-ci déploie une grande activité, même quand le corps sommeille ou qu'il est paralysé. Lorsque nous levons machinalement le bras, nous nous imaginons que nous le faisons inconsciemment parce que nos sens superficiels ne peuvent apprécier l'intervalle qui s'écoule entre le projet et sa mise à exécution. Toute l'attente qu'elle soit, à nos yeux, notre volonté vigilante a émis une force, et par ce fait, elle a mis la matière en mouvement. Il n'y a rien dans la nature du plus trivial des phénomènes médiumniques qui puisse rendre plausible la théorie de M. Cox. Si l'intelligence manifestée par cette force n'est pas une preuve qu'elle appartient à un esprit désincarné, elle démontre encore moins qu'elle soit inconsciemment produite en dehors du médium. M. Crookes lui-même nous parle de ce cas où l'intelligence n'a pu venir de personne dans la pièce, comme dans l'exemple où le mot however, caché par son doigt, et qu'il ignorait lui-même fut correctement écrit par la planchette. Donc là, elle met en annotation Crookes Research. Nous ne voyons pas d'explication pour justifier ce fait. La seule hypothèse admissible, si nous admettons l'idée de l'intervention du pouvoir d'un esprit, est que la faculté de clairvoyance du médium était mise en jeu. Mais les savants n'admettent pas la clairvoyance. Et si pour échapper à la désagréable alternative d'attribuer les phénomènes à une cause spirite, il nous faut accepter la clairvoyance, il se place dans la nécessité d'accepter l'explication kabbalistique de cette faculté ou d'accomplir la tâche jusqu'à présent impossible de présenter une théorie plausible qui puisse s'adapter à ces faits. Donc là, elle nous remet une annotation. Dans le cas de M. Crookes, ci-dessus cité, le phénomène de clairvoyance était simplement dû à l'esprit du médium lui-même. Physiquement, en tant que ses facultés cérébrales étaient en jeu, le phénomène était produit d'une manière inconsciente. Non pas si nous l'attribuons au principe spirituel. Ok.
Je l'ai lu un peu bizarrement, mais c'est écrit comme ça. J'ai essayé de voir une autre tournure, mais c'était pas... J'ai pas réussi à trouver ce que ça pouvait dire exactement. Enfin, l'intonation juste. On continue dans le texte. De plus, si pour les besoins de l'argumentation, on admettait que, dans le cas de M. Crooks, le mot however a pu être lu grâce à la clairvoyance, que dira-t-on des communications médiumniques ayant un caractère prophétique? Y a-t-il une théorie de l'impulsion médiumnique qui explique la faculté de prédire les événements au-dessus de la portée des connaissances de celui qui parle, aussi bien que de celui qui l'écoute? M. Cox devra recommencer son essai encore une fois. Ainsi que nous l'avons déjà dit, la force psychique et les fluides oraculaires de l'Antiquité, terrestres ou sidéraux, sont identiques quant à leur essence, c'est-à-dire tout simplement une force aveugle. Tel est l'air. Et tandis que dans un dialogue, les ondulations sonores produites par la conversation des interlocuteurs affectent le même air, cela ne permet cependant pas de douter du fait de la présence de deux personnes qui conversent, de deux intelligences. Est-il plus raisonnable de dire que lorsqu'un agent commun est employé par le médium et un esprit pour se communiquer l'un l'autre, il doit nécessairement se manifester qu'une seule intelligence? Comme l'air est nécessaire pour l'échange mutuel des sons, de même certains courants de lumière astrale ou éthérée dirigés par une intelligence sont nécessaires pour la production des phénomènes nommés spirites. Mettez deux interlocuteurs dans le récipient dépourvu d'air d'une machine pneumatique et, s'ils pouvaient y vivre, leurs paroles resteraient à l'état de pensée inarticulée, car il n'y aurait point d'air en vibration et par conséquent il ne se produirait pas d'ondes sonores. Aucun son n'arriverait à leurs oreilles. Mettre le médium le plus doué dans une atmosphère isolée, comme par exemple celle qu'un magnétiseur puissant familiarisé avec les propriétés de l'agent magique crée autour de lui, et aucune manifestation n'aura lieu, jusqu'à ce qu'une intelligence opposée, plus puissante que la volonté du magnétiseur, vienne vaincre cette dernière et fasse cesser l'inertie astrale. Les anciens distinguaient parfaitement entre une force aveugle agissant spontanément et cette même force dirigée par une intelligence. Plutarque, le prêtre d'Apollon, en parlant des vapeurs oraculaires, qui n'étaient autre chose qu'un gaz souterrain imprégné de propriétés magnétiques toxiques, montre que leur nature était double, lorsqu'il leur adresse ces paroles. Qui es-tu sans le Dieu qui t'a créé et qui te donne l'existence, sans un esprit, entre parenthèses génie, qui, agissant conformément aux ordres de Dieu, te dirige et te gouverne? Tu ne peux rien, tu n'es rien qu'un vain souffle. Ainsi, sans l'influence de l'âme ou de l'intelligence, d'où que ce soit qu'elle vienne, entre parenthèses, et nous ne disons pas qu'elle vienne d'un esprit, entre guillemets, désincarné, la force psychique ne serait autre chose qu'un vain souffle. Aristote soutient que ce gaz ou émanation astrale s'échappant de l'intérieur de la Terre est la seule cause suffisante opérant du dedans au dehors pour vivifier toute plante ou être vivant sur la croûte extérieure. Répondant aux négateurs sceptiques de son siècle, Cicéron, animé d'une juste indignation, s'écrie: « Et que peut-il y avoir de plus divin que les émanations de la terre qui affectent l'âme humaine de façon à lui faire prédire l'avenir ? La main du temps peut-elle faire disparaître cette vertu ? Croyez-vous parler d'un vin ou d'une viande salée ?» Là, elle met en annotation le livre de Divinatio, livre 1. Est-ce que nos modernes savants ont la prétention d'être plus sages et plus avisés que Cicéron pour affirmer que cette force s'est évanouie et que les sources prophétiques sont taries ? Tous les prophètes de l'Antiquité, sensitifs inspirés, émettaient leurs prédictions dans les mêmes conditions, soit sous l'influence d'une impulsion directe de l'émanation astrale, soit sous l'action d'une vapeur humide s'exaltant de la terre. C'est cette matière astrale qui sert d'enveloppe temporaire aux âmes qui sont sensibles à sa lumineuse influence. Cornelius Agrippa exprime les mêmes idées au sujet de la nature et de ses fantômes en disant qu'ils sont le produit d'un esprit humide, in spiritu turbido, et là c'est humidoc, je pense que c'est ça, c'est un petit peu effacé,
Donc elle met de toute façon en relation, elle met en annotation de occulta philosophe. Les prophéties sont faites de deux manières, consciemment par des magiciens qui lisent dans la lumière astrale, ou inconsciemment, par ceux qui agissent par ce que l'on nomme l'inspiration. C'est à cette dernière catégorie qu'appartient quelques-uns des prophètes bibliques et les modernes voyants extatiques. Platon était si familier avec ce fait qu'il dit en parlant de ces prophètes: personne dans la jouissance de ses sens n'arrive à la vérité prophétique et à l'inspiration, sauf seulement dans un état de démence à la suite de maladies ou de possession, entre parenthèses par laquelle daimon ou esprit. Alors, là, il met entre démon, il écrit DAI tréma MON, et entre parenthèses, il met Dieu ou esprit. Donc, elle nous met une petite annotation, Platon, Timée, volume 2, page 533. Et il ajoute: quelques personnes les appellent prophètes, elles ignorent que ce ne sont que des échos, et qu'ils ne doivent point être qualifiés de prophètes, mais seulement de transmetteurs de visions et de prophéties. Dans la suite de son argumentation, M. Cox dit: les spirites les plus ardents admettent en pratique l'existence de la force psychique sous le nom très peu approprié de magnétisme, entre parenthèses avec lequel, entre parenthèses, elle n'a pas eu le moindre rapport. Car ils affirment que les esprits des morts sont seuls capables de faire ce qu'on leur attribue en se servant du fluide magnétique, c'est-à-dire de la force psychique du médium. Il y a encore ici un malentendu, conséquence de la diversité de noms donnés à ce qu'il est facile de démontrer n'être qu'un seul et unique composé impondérable. De ce que l'électricité n'est devenue une science qu'au XVIIIe siècle, personne ne se hasarda à dire que cette force n'a pas existé depuis la création. Bien plus, nous sommes en mesure de prouver que même les anciens Hébreux la connaissaient toutefois. Si la science exacte n'en a pas fait la découverte avant 1819, en démontrant la relation intime qui existe entre le magnétisme et l'électricité universelle, cela n'empêche en aucune façon ces deux agents d'être identiques. Vous vous rendez compte quand même, 1819, c'est pas si vieux. Hein. Si l'on peut communiquer à une barre de fer des propriétés magnétiques en faisant passer un courant électrique sur un conducteur enroulé autour de cette barre, pourquoi ne pas accepter, à titre de théorie provisoire, qu'un médium puisse être aussi un conducteur et rien de plus pendant une séance de spiritisme? Est-il anti-scientifique de dire que l'intelligence de la force psychique, qui produit des courants d'électricité tirés des vagues de l'éther et employant le médium comme conducteur, développe et fait agir le magnétisme latent dont les chambres des séances est saturée de façon à produire les effets désirés? Le mot magnétisme est aussi approprié qu'un autre, tant que la science ne nous aura pas fourni quelque chose de plus qu'un agent purement hypothétique, doué de propriétés conjecturales. Monsieur Sergent Cox dit que la différence entre les défenseurs de la force psychique et les spirites consiste en ce que nous prétendons qu'il n'y a encore que des preuves insuffisantes de l'existence de tout autre agent dirigeant que l'intelligence du médium et aucune preuve quelconque de l'action des esprits et des morts. Nous sommes pleinement d'accord avec M. Sergent Cox en ce qui concerne l'absence de preuves, que cette action est celle des esprits des morts, mais pour le reste, nous trouvons que c'est une singulière conclusion tirée d'une abondance de faits telle qu'elle inspire à M. Crookes la réflexion suivante. En consultant mes notes, je me trouve avoir une surabondance de preuves, une masse si écrasante de témoignages que je pourrais en remplir plusieurs numéros de la Quarterly Review. Voici quelques-uns des faits qui composent cette masse écrasante de preuves. Premièrement, la mise en mouvement de corps lourds avec contact, mais sans aucune impulsion mécanique. Deuxièmement, phénomène de percussion et d'autres sons. Troisièmement, modification du poids du corps. Quatrièmement, mise en mouvement de substances pesantes à une certaine distance du médium. Cinquièmement, élévation en l'air ou lévitation sans contact de table et de chaise. Sixièmement, la lévitation de personnes vivantes. Alors là, elle met une petite annotation. Enfin, une grande. Attention, c'est parti.
C'est écrit en tout petit, mais on va se débrouiller. En 1854, M. Foucault, éminent docteur médecin et membre de l'Institut de France, un des adversaires de Gaspario, repoussant même la possibilité de pareilles manifestations, écrivit les mémorables paroles qui suivent. Le jour où j'arriverai à faire mouvoir un fétu de paille par la seule et unique action de ma volonté, ce jour-là j'en serai terrifié. Voilà une parole menaçante. À peu près la même année, M. Babinet, l'astronome, répétait à satiété, dans une revue des Deux Mondes, la phrase suivante. L'élévation d'un corps en l'air sans contact est aussi impossible que le mouvement perpétuel, parce que le jour où cela pourrait se faire, le monde s'écroulerait. Heureusement que nous ne voyons pas encore le moindre indice de ce prétendu écroulement, malgré que ce phénomène se soit produit il y a des siècles et des siècles, et qu'il se produit encore journellement. Septièmement, qu'elle avait du cran pour l'époque. Septièmement, on revient au texte. Apparition lumineuse. Voilà. Et M. Crook dit « Dans les conditions les plus strictement normales, j'ai vu un solide lumineux de la grosseur et à peu près de la forme d'un œuf de dinde flotter sans bruit dans la chambre, parfois à une hauteur à laquelle aucun de ses assistants n'aurait pu atteindre, et parfois descendant doucement jusqu'à terre. Il fut visible pendant 10 minutes, et avant de s'évanouir, il frappa 3 coups sur la table avec un bruit que fait un corps solide et dur. Peut-être l'œuf était-il de même nature que le chat météorique de Babinet, classé dans les ouvrages d'Arago avec d'autres phénomènes naturels. Alors ça, c'est un truc qu'il faudra peut-être regarder. Donc là, elle met ibidem, page 91. Huitièmement, apparition de mains, soit lumineuses par elles-mêmes, soit visibles à la lumière ordinaire. Donc ça, on l'a vu aussi dans la magie et l'hypnose avec Papucin. Neuvièmement, écriture directe, par ces mêmes mains lumineuses détachées en apparence et évidemment douées d'intelligence, entre parenthèses, force psychique. Dixièmement, des formes et des figures de fantômes. Dans cet exemple, la force psychique vient d'un coin de la salle, sous la forme d'un fantôme. Elle prend dans sa main un accordéon et se met alors à parcourir doucement la pièce, comme en glissant et en jouant de l'instrument. Home, le médium, étant tout le temps en vue de tous. On a une petite annotation pareille, ibidem, page 86. Tout ce qui précède, M. Crookes l'a vu et expérimenté dans sa propre maison en prenant toutes les précautions possibles pour s'assurer scientifiquement de la réalité et de l'exactitude du phénomène, usant de tous les moyens scientifiques de contrôle et d'examen. Et il en a fait un rapport à la Royal Society de Londres. Quel accueil lui fit-on pour avoir ainsi découvert des phénomènes d'un caractère nouveau et important? Que le lecteur consulte son livre pour avoir la réponse. En outre, de ces tours joués à la crédulité humaine par la force psychique, M. Crookes rend compte d'une autre classe de phénomènes qu'il appelle des exemples spéciaux et qui paraissent indiquer l'action d'une intelligence extérieure. Donc, elle le cite, « Je me trouvais, dit-il, avec Miss Fox, lorsqu'elle écrivit automatiquement un message à une personne présente, pendant qu'un autre message sur un autre sujet était donné alphabétiquement à une autre personne au moyen de coups frappés sur la table, et durant ce temps, elle parlait tranquillement avec une troisième personne de choses tout à fait différentes des deux autres. Pendant une séance avec M. Home, une petite latte placée sur la table se dirigea vers moi en pleine lumière et me transmit un message en frappant sur ma main. Moi répétant les lettres de l'alphabet et le morceau de bois touchant ma main lorsque j'énonçais la lettre juste. Nous étions à une assez grande distance de M. Home. La même règle, à la demande de M. Crookes, lui transmit un message télégraphe à l'aide de l'alphabet morse, de la même façon, avec cette particularité que le code alphabétique morse était tout à fait inconnu des assistants et imparfaitement connu de M. Crookes lui-même. Or, ajoute ce savant, d'après la manière dont la planchette s'en acquitta, je fus convaincu qu'un excellent opérateur morse se trouvait à l'autre bout de la ligne,
quel que fût ce bout. Serait-il impertinent de suggérer à M. Cox de rechercher son opérateur dans son domaine privé, la région psychique? Mais cette même planchette fit encore plus et mieux. En pleine lumière du salon de M. Crooks, on lui demanda un message. Un crayon et quelques feuilles de papier avaient été posés au centre de la table et un instant après, le crayon se dressa droit sur sa pointe. Et après avoir avancé par saccades dans la direction du papier, il tomba et il se releva et retomba encore. Après 3 tentatives infructueuses, une petite latte de bois qui se trouvait sur la table glisse vers le crayon et s'élève de quelques pouces au-dessus de la table. Le crayon se le relève à nouveau et s'appuyant à la latte, ils font tous deux un effort pour écrire sur le papier. Ils tombent et font un nouvel effort. À la 3e fois, la latte y renonce et retourne à sa place. Le crayon reste comme il était tombé sur le papier et un message alphabétique nous dit « Nous avons essayé de faire ce que vous nous avez demandé, mais notre pouvoir est épuisé. » Ouais. Donc là, c'est toujours écrit dans Ibidem, elle le met en référence. Le mot « notre » indiquant les efforts intelligents de la latte et du crayon donne à entendre qu'il y avait là deux forces psychiques à l'œuvre. Bon, là, je sais pas quoi trop en penser. Hein. C'est trop factuel, c'est trop normal. C'est ça qui me gêne. Mais bon, pourquoi pas. J'y étais pas, donc je peux pas... Mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Dans tout ceci, y a-t-il une preuve que l'agent dirigeant fut l'intelligence du médium? N'y a-t-il pas, au contraire, une indication que les mouvements de ces objets étaient guidés par des esprits des morts? Ou, tout au moins, par quelques entités intelligentes ou invisibles? Certes, le mot magnétisme est aussi peu concluant dans le cas présent que celui de force psychique. Néanmoins, le premier a plus de raisons d'être que le second. Ne fût-ce que parce que le magnétiseur transcendant produit des phénomènes identiques, quant aux effets, à ceux du spiritisme. Le phénomène du cercle enchanté, du baron du Potet et de Regazzoni est aussi contraire aux lois reconnues de la physiologie, aussi contraire que la lévitation d'une table sans contact l'est aux lois de la physique, de la philosophie naturelle. De même que les hommes doués d'une force herculéenne ont souvent été incapables de soulever une petite table, pesant à peine quelques kilos, et l'ont brisée dans leurs efforts pour la soulever. De même, une douzaine d'expérimentateurs, parmi lesquels à plusieurs reprises figuraient des académiciens, ont été absolument impuissants à franchir la ligne tracée à la craie sur le parquet par le baron du Potet. Dans un cas, un général russe bien connu pour son scepticisme persista jusqu'à tomber en proie à de violentes convulsions. Dans ces 2 cas, le fluide qui opposait une pareille résistance était-il la force psychique de M. Cox qui dote les tables d'un poids extraordinaire et surnaturel? S'il provoque les mêmes effets physiologiques et psychologiques, il y a de bonnes raisons de croire qu'ils sont plus ou moins identiques. Nous ne croyons pas que notre raisonnement donne lieu à une objection. D'ailleurs, le fait, fût-il nié, cela ne l'empêcherait pas d'exister. À une époque, toutes les académies de la chrétienté s'étaient mises d'accord pour nier l'existence de montagnes dans la Lune. Et il y eut un temps où, si quelqu'un avait eu la témérité d'avancer que la vie existait dans des régions supérieures de l'atmosphère, aussi bien que dans les profondeurs insondables de l'océan, il aurait été traité de fou ou d'ignorant. Le diable l'affirme. Ce doit être un mensonge. Se plaisait à dire le pieux abbé Almigana, dans une discussion avec une table spirite. Nous serons bientôt autorisés à paraphraser sa proposition en disant « Les savants le nient, dès lors, cela doit être vrai. » Oh punaise, ça fait très complotiste ça comme. Les savants le nient, dès lors, cela doit être vrai. Est-ce que ce serait pas une phrase qui pourrait encore tenir le coup aujourd'hui, quand même, sur certaines choses? Voilà, bon, je polémiquerai pas là-dessus, mais c'est assez intéressant parce que on voit bien qu'il y a toujours un cycle
Et il y a des choses qui reviennent sur nos sociétés, c'est quand même dingue. Et on fait toujours les mêmes erreurs. Et oui, puisque les mémoires ne sont pas entretenues. Donc les amis, écoutez, on arrive à la fin de ce chapitre, on a tenu bon, bravo à vous si vous êtes toujours là. Je vous donne rendez-vous pour le 7e chapitre la fois prochaine, je ne sais pas quoi exactement, j'espère que ça vous plaira, on aura pas mal de choses, je vais vous donner un petit avant-goût. Le nez coupé dans le dos d'un portier, attraction et antipathie des plantes, instinct des filles de Cachemire pour les couleurs, les talapoins de Siam, puissance magique de la musique, le vampirisme de quelques médiums guérisseurs, alors ça, je pense que ça peut être toujours de nos jours, les diacas d'Andrew Jackson Davis et les mauvais démons de Porphyre, les enfants prophètes des Cévennes, le nouveau dieu protoplasme, les lampes inextinguibles, qu'on peut pas éteindre, je pense que c'est ça, de l'alchimie, la lampe merveilleuse d'Atheste, comment on produit la lumière inextinguible, la mèche d'asbeste de la lampe, excusez-moi mais c'est qu'il manque des lettres. Je vous rappelle que c'est quand même des exemplaires qui sont très vieux. Les guitares volantes vibrent-elles inconsciemment, la clé perdue des arcanes théurgiques, ça va être intéressant, le reste aussi, mais l'honnête directeur du collège de Balliol, les couleurs ineffaçables de Luxor, notre siècle est-il le siècle des découvertes, la corrélation des forces, l'ABC de l'occultisme, fantômes les lutins et les coqs qui chantent la nuit, courant dans la lumière astrale, la National Quarterly Review sur les savants modernes, Épicure a découvert le protoplasme de mouton. Voilà, je vous dis à bientôt sur Livre ésotérique ancien et je vous fais de gros bisous, à bientôt.